Je vais vous parler donc aujourd'hui de l'utilisation du dessin dans la pédagogie que je mets en place à l'école. Donc c'est du concret. Bon, mon parcours très bref, Marie-Pierre m'a bien présenté, ça y est, c'est bon. Donc moi j'ai une formation d'infirmière puéricultrice diplômée d'État et puis je suis tombée dans le parcours d'une maman d'enfant atypique qui ne s'intégrait pas dans un système scolaire classique. Donc je me suis plongée dans la pédagogie, dans les méthodes d'apprentissage pour les enfants qui ont des développements hors normes, qui sortent des standards. Et à partir de là, je me suis mise à enseigner aussi et à créer des outils, une façon de faire, une pédagogie qui m'a donné envie petit à petit d'ouvrir ma propre école. Donc, je suis responsable de l'école Zébrel, qui est une école alternative hors contrat dans le Val d'Oise. J'accueille des enfants de tout profil. L'école est ouverte à tous. J'ai essentiellement des enfants à haut potentiel, avec certains des troubles du spectre autistique ou des dyslexies, dyspraxies, troubles 10 associés. Et donc, c'est une petite classe unique, multiniveau de la grande section au CM2. Donc, j'ai donc des enfants entre 4 et 11 ans. Petite présentation rapide de l'école pour situer le contexte. Alors, je passe un peu sur la fin, c'est pas là l'intérêt, là ça permet de situer un petit peu le contexte de l'école, qui est un contexte effectivement particulier, mais voilà, je pense des méthodes qui peuvent être tout à fait applicables dans beaucoup d'environnements également. Mon constat au début de ma pratique, ça fait 13 ans que j'enseigne, donc l'école commence sa 3e année, donc auparavant j'ai enseigné dans différents groupes scolaires. Et c'est vrai que j'ai été confrontée à des enfants qui avaient beaucoup de difficultés avec l'écrit, notamment des enfants à haut potentiel, mais aussi des enfants avec trouble 10, beaucoup d'enfants étiquetés, dysgraphiques, mais qui étaient plutôt dans une souffrance par rapport au passage à l'écrit et une crainte de laisser une trace qui pouvait les juger et être négative. Donc à partir de là, j'ai essayé de trouver des biais pour les amener à laisser une trace petit à petit, à écrire. Et donc, petit à petit, j'ai laissé plus de place à ce dessin pour compenser la peur d'écrire, donc parfois donner une réponse sous forme d'une trace écrite. Et désormais, j'accueille aussi des plus petits, donc à partir de 4 ans. Donc cette façon de faire peut être apprise dès le plus jeune âge, et c'est là qu'on en voit ses fruits quand on les accueille pendant 2-3 ans, et qu'on voit des enfants qui passent facilement à l'écrit sans aucune réticence, avec plaisir, parce qu'il n'y a pas eu de souffrance au moment des apprentissages.
ce qui, je pense, est quand même l'essentiel. Donc je vais vous montrer un petit peu des façons de faire que je mets en place. Et ensuite, je vous parlerai plus particulièrement du cas d'un petit garçon que j'ai accueilli pendant 1 an et demi à l'école et qui m'a beaucoup touchée, qui a déménagé l'été dernier. Donc ça a été très dur et pour lui et pour moi et pour sa maman. Donc déjà, c'est vrai qu'à l'école, c'est déjà l'aménagement de l'espace qui est très important. C'est-à-dire que c'est une classe semi-flexible, donc les enfants ont leur place attitrée, mais ont aussi des espaces où ils peuvent aller librement. Donc j'ai mis en place, par exemple, l'espace création. Ça leur plaît énormément. Sur une étagère, je mets tout ce que je récupère. Ça peut être des fils, du carton, du scotch, enfin, tout un tas de petites bricoles. Et là, ils prennent plaisir quand ils ont fini leur travail, quand ils ont un petit moment, le midi, à l'arrivée le matin ou le soir, à s'installer là et créer, imaginer. Parce qu'au-delà du dessin en lui-même, je pense que la priorité pour ces enfants, c'est aussi de laisser l'imaginaire et laisser l'expression venir par tous les biais. Et petit à petit, je suis partie du dessin au fur et à mesure des années. Maintenant, c'est une expression complètement libre. Et parfois, je les vois se mettre à fabriquer des cannes à pêche pour aller jouer dans le jardin le midi. Ou là, c'est Halloween. Alors, j'ai eu des créations de pendus ou de choses très étonnantes. Mais voilà, ils laissent libre cours. Et ça, c'est juste extraordinaire et très agréable de les voir s'autoriser à lâcher et à créer. Donc ils ont le tableau, la peinture, les feutres, des feuilles de brouillon. On en consomme énormément des feuilles de brouillon à l'école, toujours en libre accès systématiquement. Les enfants ont le droit de dessiner toute la journée s'ils le veulent. C'est-à-dire que même quand on parle ensemble, quand on discute, ils peuvent prendre une feuille, ils peuvent prendre leur ardoise et pendant que l'on parle, dessiner. Et ça, ils le font de manière, du coup, maintenant spontanée avec le temps. Et ils libèrent, ils laissent des traces. Et systématiquement, il y a même des enfants qui vont les poser sur mon tas de papier. Je n'ai pas vraiment de bureau dans la classe, mais j'ai un endroit où je pose mes affaires. Et parfois, je les vois se lever, aller me poser une feuille. Hop, je ne dis rien. Le soir, j'ai ma petite collection de dessins qui est posée là, qui racontent parfois des choses de la journée, qui expriment leurs sentiments à ce moment-là. Et ils sont satisfaits de pouvoir me laisser ce souvenir-là. Souvent, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu en fais après ?» Alors, je dis « J'ai un carton rempli, j'en ai tellement des dessins. » Mais ça s'accumule. Mais toute la journée, ils peuvent bricoler, découper, dessiner. Et ça participe aussi, alors chez des enfants qui ont du mal à se concentrer, à toujours occuper les mains, toujours évacuer quelque chose, et à libérer, s'exprimer. C'est très important pour eux, puisque certains ont aussi des vécus un petit peu difficiles quand ils arrivent. Alors, oui, on utilise aussi ça dans les apprentissages. Alors, ils adorent, sur une fiche d'exercice, faire un petit dessin à côté, une illustration qui va avec. Et ça, je les encourage à faire ça. Ils sont souvent surpris, ils font leur dictée et après, je peux dessiner la dictée quand ils arrivent d'un système traditionnel. Je dis, mais oui, au contraire, ça va être encore plus joli. Tu as écrit ta dictée, maintenant, allez, fais l'illustration qui va avec. Et ça, ils aiment parce qu'ils s'approprient aussi le texte de dictée. Ils s'approprient l'exercice en pouvant l'illustrer systématiquement. Et moi, je ne trouve pas que ce soit pas soigné, parce qu'au contraire, c'est joli et ça permet une personnalisation du travail. L'enfant, il laisse sa touche personnelle. On va souvent abréger, mettre des abréviations et au contraire faciliter le dessin et l'écrit. Et tout ce qui est mémorisation se fait très bien avec des petits dessins, des schémas. Et hop, on montre un dessin, on le cache. Alors qu'est-ce qu'il y avait de dessiné? À quoi ça te fait penser? Donc l'utilisation du dessin, je le fais aussi beaucoup. Je l'utilise aussi beaucoup pour les moyens mémotechniques. C'est très très important pour les enfants. Ça les aide de se souvenir d'un dessin et d'une illustration que d'un texte avec des mots bien rébarbatifs et compliqués. Là, par exemple, c'est les petits rituels du matin, c'est le cahier de mots du jour. Tous les matins, on fait un mot de vocabulaire. Ça, c'est le cahier d'une petite puce qui était en grande section, qui avait 3 ans et demi. Donc, elle recopie le mot du jour et après, ils ont toujours un espace pour dessiner, comme ils le souhaitent, systématiquement.
Et même les grands en CM2 aussi ont leur espace pour dessiner. Certains ne l'utilisent pas, ils ne sont pas obligés de l'utiliser, mais il est là cet espace pour dessiner. S'ils n'en ont pas besoin, ils ne le font pas. Donc un autre, voilà, plus ils grandissent, plus le cahier est élaboré et rempli, mais toujours cet espace pour illustrer le vocabulaire, ce qu'on a appris, la notion. Les leçons, ils aiment fabriquer, dessiner, colorier. Alors oui, c'est pas des cahiers de leçons avec juste des textes. Il faut les faire sortir un petit peu du schéma traditionnel parfois parce qu'ils me disent est-ce que je dois souligner en rouge? Est-ce que je dois. Mais de quoi as-tu envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment tu aimerais que ton cahier soit? Et finalement, c'est vrai qu'ils apprennent avec plaisir, ils rouvrent leur cahier avec plaisir. Il y a même des enfants qui, parfois le week-end, veulent redécorer leur cahier. Et oui, ils revoient leurs leçons, l'air de rien, tout en décorant les choses, et avec plaisir. Alors, l'orthographe illustrée, c'est un moyen que j'utilise aussi beaucoup. Donc il y a des petites cartes toutes prêtes qui existent, mais après quand ils ont compris le principe, les enfants ils peuvent aussi créer leur illustration. Et à partir d'un mot, décorer les lettres, imaginer, et ça leur plaît, et ils mémorisent aussi beaucoup par le biais d'une petite histoire, d'un schéma. Alors ça, on a vu tout à l'heure, apprendre par des illustrations. Je vais créer des affichages, on va cacher, on va essayer de les refaire. Donc là, le dessin est un moyen important pour mémoriser. Parfois, les réponses peuvent être demandées sous forme de dessin pour une analyse de texte. Un enfant qui a du mal à écrire, c'est un enfant à haut potentiel avec une dyslexie. Oui, il dessine ce qui se passe. C'est mieux que de raconter. Et s'il s'est dessiné, c'est qu'il a compris ce qui se passait. Souvent, après, bien sûr, je leur demande de re-raconter à l'oral, mais il n'y a pas cette crainte de l'écrit, et le dessin est un moyen extraordinaire pour compenser la difficulté du passage à l'écrit. Les petits rituels du matin, souvent, faire deviner un mot, c'est plus simple de le faire dessiner. C'est eux, parfois, qui disent je vais dessiner, et puis vous devinez ce que j'ai dessiné. Donc jouer avec les dessins, faire de l'anglais aussi parfois, dessiner quelque chose, quel est le mot en anglais. Donc le dessin est vraiment une modalité très 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 utilisée à l'école. Le cahier de projet, donc tous les ans la pédagogie est sur un projet annuel. Le cahier de projet, c'est un outil avec des pages entièrement blanches. Et je les laisse libres de faire ce qu'ils veulent dedans pour laisser leurs traces. Donc ils apprennent à laisser une trace écrite, mais qui peut être soit sous forme de texte, soit sous forme de dessin. Et ça, même les petits, des 4 ans, ont leur cahier de projet. Et là, cette année, on est sur le monde animal. Alors parfois, ils vont juste essayer de dessiner un dinosaure, écrire son nom à côté, ou laisser une trace de ce qu'on a discuté, de ce qu'on a parlé ensemble. Ils ont un petit moment pour le faire. Certains ne le font pas, mais je ne vais pas les y obliger. Souvent, ils mémorisent très bien. Mais certains le font avec plaisir et ils reviennent après. Et tout doucement, au fur et à mesure de l'année, on voit les cahiers qui progressent. On voit des pages très vides au début, juste un mot, juste une toute petite illustration. Puis là, maintenant, arrivé au bout d'un mois, on voit déjà les choses se remplir, se détailler. On voyait tout à l'heure les dessins avec effectivement les petits détails. Ça y est, je sens que ça commence à venir parce qu'ils s'autorisent à lâcher et à mettre de leur personnalité dans leur cahier plus que juste reproduire ce qui est au tableau. Et c'est ça que je veux essayer d'atteindre avec eux, c'est effectivement s'exprimer, s'autoriser à faire quelque chose de différent. Donc je valorise aussi beaucoup les différences entre enfants plutôt que les ressemblances. C'est-à-dire, là c'est très bien, tu as fait quelque chose d'exceptionnel, mais je n'aurais pas pensé, pourquoi tu fais ça? Et ça, ça les valorise énormément. Et ils ne veulent plus faire comme celui d'à côté. La problématique du bonhomme, effectivement, où tous les enfants sont à côté les uns des autres et reproduisent, c'est très dérangeant quand on veut atteindre l'expression de soi entre enfants. Quand on fait j'ai eu une art thérapeute qui est intervenue toute l'année dernière au sein de l'école.
qui là malheureusement ne peut pas venir en ce moment, mais je reprends du coup moi-même les techniques qu'elle m'a enseignées. Et c'est vrai que quand ils sont placés les uns à côté des autres, ils se gênent les uns les autres. Ils regardent ce qu'ils font à côté, ils se comparent. Alors parfois, ça peut être un moment d'apprentissage de se comparer. Mais quand on veut vraiment qu'ils lâchent et qu'ils s'autorisent à imaginer, à créer, c'est important qu'ils aient chacun leur espace. Donc j'ai aussi des petits paravents dans la classe pour que chacun puisse dessiner sans que les autres voient. Et après, si on le souhaite, on peut montrer, seulement si on le souhaite. Si on ne veut pas l'afficher, si on ne veut pas le montrer, on a le droit aussi. Donc leur laisser aussi doser est-ce que je montre mon dessin, est-ce que je ne le montre pas, est-ce que je l'ai fait pour moi, pour qui je l'ai fait. Ça c'est important aussi qu'ils puissent maîtriser cela et qu'on ne les oblige pas à montrer. Donc là, c'est les petits dessins surprises que j'ai des fois sur mon bureau le soir. Alors ça, c'était moi. Hein. Enfin, c'est moi. Voilà. Alors l'ardoise, c'est aussi un support que les enfants aiment beaucoup, l'ardoise au tout début. On verra quand on en reparlera aussi après avec mon petit bonhomme. Mais c'est vrai que ça s'efface, l'ardoise. C'est très rassurant au tout début. Quand ils ont beaucoup de mal, ils utilisent énormément l'ardoise. Alors l'espace création, voilà, on en a parlé, effectivement, créer, imaginer. Alors l'art visuel, oui, alors on voit souvent la manière de s'inspirer de, c'est bien, c'est la culture de l'histoire de l'art et il faut le faire. Mais il faut aussi des moments où c'est juste libre. On montre, je vous donne des fils, je vous donne la peinture. Allez-y, comment vous allez pouvoir faire. Et alors là, ils vont tirer le fil et puis, ah bah non, alors là, j'ai mon petit Gianni qui s'est dit, mais je vais faire comme une corde à sauter. Et en faisant la corde à sauter, à chaque fois que ça revient, ça va taper. Et là, ils conçoivent plein de choses, ils créent et ils adorent. Ils en ressortent avec le sourire, et parfois de la peinture partout, mais ce n'est pas grave. Mais ça, ils aiment énormément. Et puis après, parfois, on se sert de ces fonds, s'ils le souhaitent, pour rajouter des détails dessus, pour améliorer. Là, c'est juste s'autoriser à imaginer, laisser. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait ça, il y a un petit garçon qui a intégré l'école il n'y a pas longtemps qui me dit mais c'est super Gaëlle, c'est comme les émotions. Tu vois, quand je fais ça là, c'est comme si j'étais en colère. Et puis après, si je fais comme ça, ah bah non, là je suis plutôt gai. Et voilà. Et c'est vrai que de lui-même, il a verbalisé que ce qu'il faisait lui permettait de doser le geste et de mettre sur le papier son émotion. Alors, l'élève dont je voulais vous parler aujourd'hui plus particulièrement, je trouve que c'est assez symbolique des difficultés de s'exprimer et de mettre de soi-même à l'écrit. Donc ce petit garçon, il est arrivé à l'école, il avait 3 ans, 10 mois. Petit enfant très réservé, très à l'écoute, qui captait tout très très vite, avec une très forte dysynchronie entre un intellectuel très en avance pour son âge, mais par contre jamais, jamais, jamais aucune trace écrite. Rien du tout. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas forcé, puisque je récupère tellement d'enfants traumatisés par ces forcings, je n'ai pas voulu faire pareil. Et on a mis en place plein de solutions. Alors, on a utilisé le kinesthésique, beaucoup. Alors, avec l'usage des grands, c'était le plus jeune de la classe. Les grands se mettaient en rang. Je disais, allez hop, tu vas tourner autour de chacun. Hop, tu reviens devant. On repasse devant l'autre, on repasse. Donc, on a fait les boucles comme ça, en tournant, en mettant le sens. On a fait plein de choses sur le sol, avec des fils. Alors, utiliser les fils de laine, parfois aussi, c'est positionner le fil pour faire un rond. Donc, on ne laisse pas un écrit, mais on utilise quand même, on laisse déjà une trace. Donc on a fait beaucoup ça, du collage. Il est venu rapidement au collage, donc je lui donnais des bandes de papier. On va les mettre à la verticale, à l'horizontale, l'oblique, voilà, puis telle couleur comme ça. Alors c'est un petit garçon qui aimait le cadre. Donc là, les pistes graphiques, au tout début, ça marchait bien parce que c'était pas de l'expression de soi. Il était dans le respect, là il était dans le challenge de faire le tour de la piste graphique sans dépasser, sans toucher la couleur. Ça, petit à petit, il a accepté de le faire. Donc on est resté dans des choses très cadrées. Pour les fiches de travail, alors j'ai
imprimé, j'ai photocopié des chiffres. Je lui découpais une boîte avec des petits chiffres et il avait juste à les prendre dedans, les coller. Ça évitait qu'il ait à écrire. Les tampons avec les lettres, pareil. Donc il a avancé, il a pris de l'avance sur le plan scolaire, hein, et il a pris une bonne année d'avance, parce que c'est vrai que la compréhension orale était là, l'intellect était là, mais il avait vraiment peur de se tromper. Et voilà, il essayait quelque chose, et il arrêtait tout de suite, il n'y avait rien. Donc on n'a pas forcé, on a trouvé des solutions, on a pallié, et puis tout doucement, on a essayé de lui donner envie. Et il y a eu un jour, en septembre dernier, où l'art thérapeute est venu et a proposé aux enfants de la craie et de faire des traces à la craie. On parlait des vagues tout à l'heure, de faire à la craie des traces et puis ensuite d'essayer de faire comme un arc-en-ciel. Elle leur a proposé des matériaux et il est resté assis, tout recroquevillé, il ne faisait rien. Donc j'allais le voir systématiquement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu veux pas faire l'activité? Rien, aucune réponse. Il avait énormément de mal à s'exprimer sur lui-même. C'est un enfant qui ne pleurait pas, qui ne s'excitait pas, qui ne manifestait pas d'émotion dans la classe. Il était très tranquille. Il restait, il écoutait, mais il ne s'autorisait pas à dire, ni même à se montrer en colère, fatigué ou pas du tout. Et il est resté à cette séance comme ça, et puis à la fin, tout le monde s'est levé, il restait assis, il ne bougeait toujours pas. Donc je suis allée le voir et je lui dis, mais de quoi as-tu besoin? Rien. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non. Si, mais est-ce que tu es content de toi? Et alors là, il s'est mis à pleurer, mais ça a été la première fois que je le voyais pleurer comme ça. Donc il s'exprimait, pour une fois, il lâchait. Il a lâché quelque chose de lourd à ce moment-là. Donc il a accepté que je le prenne dans les bras, on est allé se mettre à l'écart tous les deux. J'ai laissé un peu se calmer. Et c'était la première fois qu'il acceptait autant de proximité physique et qu'il lâchait autant de son émotion. Et je lui ai dit, alors, comment on va faire la prochaine fois qu'on fait du dessin tous ensemble? Qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu veux participer? Est-ce que tu ne veux pas participer? Est-ce que tu veux que je vienne à côté de toi et qu'on le fasse ensemble? Et là, il me dit, je veux apprendre. Je dis, d'accord, on va apprendre tous les deux, ensemble, ne t'inquiète pas, tu ne sais pas. Les autres, ils savent peut-être faire des choses que toi, tu ne sais pas, mais tu vas essayer petit à petit. Et là, du jour au lendemain, il s'est mis à prendre son ardoise. Et il s'est mis à dessiner. On a vraiment touché quelque chose de très profond et il a senti qu'on n'avait pas d'attente de résultat envers lui et qu'on l'autorisait à apprendre. Il n'a plus quitté son ardoise pendant plusieurs semaines. Même dans le jardin, il sortait, il avait son ardoise et il dessinait tout. Et voilà, il effaçait, il recommençait. Et il montrait systématiquement. Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Et il a commencé à verbaliser de plus en plus, de plus en plus. Et au fil du temps, il s'est mis après à utiliser le tableau à craie, la peinture et ensuite le dessin. Et là, on a vu en parallèle un petit bonhomme qui s'est ouvert au groupe, qui s'est ouvert vraiment dans sa relation avec moi, à pouvoir dire, mais là, j'ai sauté une diapositive, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il disait bien aux autres, puisqu'on apprend à l'école aussi à dire les choses sans juger, donc elle dit toujours je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que tu devrais faire comme ça, puisqu'il avait un excellent vocabulaire pour son âge. Et là, il s'est mis à se positionner par rapport aux autres, à exprimer un avis qui n'allait pas forcément dans le même sens. Et en parallèle, les séances d'art-thérapie suivantes, il produisait 10, 15 feuilles, il n'arrêtait pas, en continu. Et c'est vrai que le parallèle là entre l'utilisation du dessin et ce lâcher-prise qui a eu lieu à un moment donné où ça a été touchant, très émouvant. Et son épanouissement personnel, sa place dans le groupe, on le voit bien tout au long de l'année, ça a vraiment cheminé. Et c'est un petit garçon qui a déménagé, qui a dû changer d'école malheureusement, ce qui ne s'est pas fait sans heurte parce qu'il était quand même encore un petit peu fragile. Mais quelque part, je pense qu'on lui a apporté ce plaisir d'utiliser l'écrit, de lâcher et du coup en parallèle de pouvoir dire ses émotions et dire ce qu'il pensait. Donc c'était pour moi quelque chose de touchant que je voulais partager parce que je pense que si on les autorise pendant plusieurs mois, effectivement, il n'a rien écrit sur ses fiches d'exercice, rien.
Il collait, il tamponnait et il reliait. Alors s'il acceptait de relier, ça il voulait bien, ou juste entourer. Mais ça a été très... voilà, je l'ai laissé avancer quand même. Je n'ai pas dit il n'est pas capable, il ne peut pas. Si il pouvait, il fallait juste le soulager de ce côté-là. Là, après, une fois qu'on a libéré tout ça, on s'est mis à l'écriture petit à petit. L'écriture des chiffres, il a appris toute l'écriture des chiffres sans souci. Comme on a été beaucoup passé par le kinesthésique avant, c'est vrai qu'effectivement, les chiffres dans le bon sens, le haut, parce que je reprends souvent le sens chez les grands, quand il n'est pas bien mis en place et imprégné tout petit, c'est difficile après. Et voilà, le haut, le 1, non pas en miroir. On a senti qu'en fait, avoir pris le temps avec lui, eh bien, ça lui a permis, après, d'apprendre plus tranquillement, sereinement, et de moins se tromper par la suite. Tout ce qui était matériaux aussi fonctionnait beaucoup, hein, le sable, alors j'ai un jardin avec de la terre, enfin, c'est un jardin à l'école, il n'y a pas de béton, mais alors c'est juste super pour prendre des bâtons, pour faire, c'est un bon moyen aussi. Donc en conclusion, voilà, moi je pense vraiment que le dessin et plus largement l'imagination, le créatif, et voilà, ça procure un plaisir à l'enfant, ils se lâchent et ils ont le droit, tant pis. Oui, on fera du ménage après, c'est pas grave. De toute façon, ils sont eux aussi responsables du ménage à l'école, donc ils participent avec moi à tout nettoyer après. Ben, ce n'est pas grave. Voilà, ils libèrent, ils prennent plaisir et ils s'expriment. Voilà. On a eu quelques remarques et questionnements. En même temps, j'en profite pour rebondir. C'est vrai qu'il n'a pas été assez souvent question de plaisir. Et là, on termine sur cette petite touche, effectivement, de la fonction hédonique du graphisme, tandis que souvent, elle est présentée en premier abord comme étant une difficulté, une contrainte du passage à l'écrit. Et on finit avec une touche extrêmement optimiste et positive, le plaisir de produire. Peut-être que la question qui nous a mis en suspens tout à l'heure pourra trouver réponse auprès de toi, Tatiana. La question étant, comment procède-t-on, comment peut-on faire pour entraîner une adolescente dans un atelier d'art-thérapie? Alors, voilà, art-thérapie, j'imagine que peut-être toute activité, effectivement, étant à la fois thérapeutique, mais permettant de se révéler via une modalité artistique. Voilà, donc, Très bien, oui, oui, oui. Peut-être de façon plus globale, tout à l'heure, il y avait une autre question qui rejoint celle de l'adolescente par rapport aux petits. Que fait-on avec les enfants qui ne veulent pas, les petits qui ne veulent pas dessiner, qui ne veulent pas écrire? On a quand même souvent cette question-là. Et dans ce sens-là, j'aimais bien l'exemple que tu donnais, Gaëlle, de cet enfant qui ne voulait pas mettre de traces et qui tout à coup a explosé au niveau émotion. Et je trouvais ça très intéressant parce que j'ai une autre expérience avec la même attitude. Et je trouvais ça très intéressant justement pour que soi-même, on ne soit pas toujours avec cette attente que s'il n'écrit pas ou s'il ne dessine pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'était chez les petits, donc là, 4 ans. Et donc, avec Educar, on donne des animations, toujours avec des artistes. Hein, on est toujours à deux, une pédagogue et un artiste. Et donc là, on faisait faire des activités, donc avec les mains, avec les pieds. Donc, petit, on commence avec les pieds. Donc, on peint les pieds, ils adorent, ça chatouille. Et puis, on fait tout un chemin. Et puis, il y avait un petit enfant, là, un petit qui, non, il ne voulait pas enlever ses chaussures, et non, il ne voulait pas enlever ses chaussettes, et non, il ne voulait pas mettre ses pieds dans la peinture. Ok, après on fait un jeu avec les cordes, hein, tu sais, le petit chemin avec les cordes, et on passe avec les pieds sur les cordes. Non, il ne voulait pas faire son chemin, non. Bon, et à la fin, donc toutes les activités comme ça, et lui est resté assis en fait. Et à la fin, on se remet en cercle hein, pour voir, ben, on a fait telle activité, on a fait telle activité. Alors, est-ce que vous avez aimé? Parce que tous les enfants adoraient ça. Oui, oui, oui. Donc, est-ce que vous avez aimé les activités qu'on a faites? Et ce petit garçon a un grand sourire. Oui! Et là, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est vrai que certains enfants ont besoin d'un moment d'observation.
Et ça, on l'a, mais tout le temps, dans les moments d'animation, et c'est un moment où quand on est avec les enseignants, ils paniquent. On va dire, il faut qu'ils participent. Mais non. Simplement, ce que nous, on demande aux enfants, c'est qu'ils ne perturbent pas. Hein. On fait une activité en cercle, on chante, on danse, etc. OK, ils ne veulent pas faire, pas de souci. Mais alors, tu restes à l'extérieur du cercle et tu regardes. Mais tu ne fais pas de bruit, tu ne déranges pas. Alors, parfois, on a des petits crâneurs aussi. Hein. Ils sont à 2 ou 3. Non, ils ne veulent pas. Alors, ils sont tous surpris qu'on ne les oblige pas. Hein. Mais à un moment donné, tout à coup, on les retrouve dans le cercle. Ah bon, ça va, il est quand même là. Donc, je trouve ça intéressant de donner le droit aussi de ne pas participer et d'avoir ce temps d'attente. Et je pense qu'il y a des enfants qui ont besoin, même plus grands, hein, qui ont besoin d'un moment d'intégration comme ça et d'observation. Et puis seulement par la suite, alors, ils se sentent investis et ils peuvent passer à l'action. Ça, c'est pour les plus petits. Et puis pour les ados, moi, j'ai quand même souvent en consultation des jeunes qui arrivent et qui ne veulent plus écrire. Hein? Donc, ils disent, non, moi, ça ne m'intéresse pas, non, moi, je ne veux pas. Alors, ce que j'essaye de faire, en tout cas, je pense qu'avec la pratique, on commence à sentir un peu par où ça va et à trouver des astuces pour les rouler quelque part, dans le bon sens du terme. Mais un outil que j'adore et que j'ai vu présenter, c'est Adeline qui présentait ça, c'est la dictée à l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont l'impression que leur trace est nulle, et donc, ça ne vaut pas la peine d'écrire. Alors, bon, on ne critique pas ça, mais en fait, la dictée à l'adulte, OK, on va parler de quelque chose. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes? Et il y a toujours, je me rappelle une fois, maintenant je sais comment on écrit Aikido, je sais comment on écrit, non, c'est Neikendo, non, c'est comment encore? Il y a un autre art japonais que j'ai dû apprendre. On a dû chercher sur Internet comment ça s'écrivait, parce qu'il m'expliquait comment ça se faisait, moi je ne connaissais pas. Ou la capoeira, hein, il y a quand même beaucoup qui adorent la capoeira. Donc c'est très intéressant que ce soit moi qui fasse le travail de scribe. Mais par contre, l'élaboration de la parole et le soin de la parole, là, on le travaille ensemble. Et en fait, donc, on ramène, c'est ça qui est intéressant d'avoir cette compréhension aussi, que l'écrit en particulier, c'est quand même multiple au niveau de l'accroche. Hein. Donc, il y a un sens de l'écrit, il y a une expression de l'écrit, ce dont tu parlais tout à l'heure aussi, Marie-Pierre, par exemple le squiggle. Hein, des élèves ou des enfants, des jeunes même, hein, ils disent « Ouais, mais enfin, mon écriture, elle est nulle. » OK, bon, on va commencer avec un gribouillis, un kraboucha. En français, en belge, on dit un kraboucha. Et en fait, est-ce que tu sais faire un gribouillis, un kraboucha? Bah oui, évidemment. Alors bon, par provoque, il faut un gribouillis. OK, ben moi je continue. Et donc je continue. Et puis ils se prennent au jeu. En fait, c'est ça qui est comique, quoi. C'est que d'une manière tout ce qu'on a abordé là tout à l'heure, ça fait partie de notre boîte à outils. Et en fait, un peu futé, on crée un climat de confiance, parce qu'en fait, c'est surtout là, ça fait des années qu'on leur dit qu'ils sont nuls, que l'écriture, c'est un zéro, manque de soins, etc., alors qu'ils avaient une difficulté. Donc, dans un climat de bienveillance et de confiance, on récupère par là où on peut l'attraper, quoi. Et donc voilà, moi, c'est la réponse que je donnerais, mais jamais forcer ou jamais aller à l'encontre, parce que c'est ça que j'étais très surprise dans le monde scolaire, avec cette idée de normes et cette idée de toujours avoir une réussite quelque part. Tout le monde est piégé dans ce système-là. Les enseignants aussi, hein, les enseignants disent « Oui, mais moi, j'ai des normes, j'ai un programme que je dois suivre, j'ai des obligations de l'éducation nationale ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. » Il y a des pressions, et déjà à partir de la dernière section de maternelle, hein, puisque je ne sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, à partir de cette année-ci, l'enseignement de la dernière année de maternelle est obligatoire. Donc ça met une pression plutôt qu'auparavant. Hein. Donc comment, en fait, mon interrogation, c'est vraiment ce que tu disais, c'est comment est-ce qu'on sort de la norme pour récupérer ce plaisir? Parce que c'est clair, et maintenant les neuroscientifiques le montrent aussi, que c'est le circuit du plaisir qui s'active. Hein? Même ça fonctionne avec les neurones, avec toutes les... c'est chimique, quoi. Quand on a du plaisir, on a envie de recommencer. Quand on n'a pas de plaisir, on calme. La mise en action ne peut pas effectivement s'enclencher sans motivation. Exactement. L'essence de l'action, c'est la motivation. Après, on peut considérer effectivement une action de soumission comme étant une action.
C'est-à-dire qu'en fait, on forcerait, donc l'enfant se soumettrait, deviendrait un exécutant de l'ordre de l'adulte, mais en fait, il n'aurait pas de rôle actif. Il ne serait finalement que le prolongement du commandement de l'adulte. Et donc, même si finalement l'enfant actionne ce qu'on lui demande d'actionner, il n'y a ni la motivation, ni l'intérêt, ni une mémoire positive, ni d'implication personnelle. Donc ce système voilà, de la contrainte et de la peur peut avoir un succès immédiat pour celui qui l'utilise, puisqu'effectivement il y aurait une mise en acte déclenchée avec une illusoire facilité, mais dans le temps et finalement en profondeur, ça ne fonctionne absolument pas. On a bien vu que les déclencheurs étaient effectivement multiples. Et parfois même ignoré de celui qui propose, qui demande, qui suggère de se mettre en action. Mais voilà, les ressorts sont souvent, en tout cas, autres que ceux du forcing, de l'acharnement. Souvent, ça a à voir avec le sens, la compréhension, l'acceptation, la patience, le contournement, l'évitement. Voilà. Et c'est vrai qu'après, on peut avoir des milliards d'exemples, mais jamais un enfant ne fonctionnera exactement là où on l'attend. C'est aussi ça la magie d'être enseignant. Hein. On oublie que être enseignant pourrait être le plus beau métier du monde et que ça pourrait effectivement être magique si eux-mêmes n'avaient pas la possibilité de ne pas se mettre en opposition face effectivement aux normes et aux exigences institutionnelles. C'est parfois plus facile de faire exécuter un enfant que d'exécuter soi-même des programmes que l'on sait être difficilement tenables. Mais donc oui, l'enseignant est souvent pris en tension entre des exigences aussi de plaisir de l'enfant et aussi d'opposition de l'enfant. L'enfant il crée son identité aussi en s'opposant. Mais là, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on répond à une question à laquelle on avait déjà pu répondre, mais avec d'autres moyens, d'autres modalités, peut-être un peu plus de terrain. Par contre, effectivement, par rapport à l'adolescence, parce que là, on est à nouveau sur effectivement l'opposition de l'enfant et l'opposition indécinée, mais l'opposition de prise en charge, ou en tout cas de tentative d'essayer d'aller dans un espace où on pourrait l'aider et que cette adolescente, enfin un adolescent ou une adolescente, puisse avoir d'autant plus des capacités de jugement, de décider, son libre arbitre qu'un petit enfant que l'on peut quand même davantage guider, parce que immaturité affective et puis capacité intellectuelle qui ne lui permettent pas de penser pour lui-même indépendamment des conseils de l'adulte. Mais à l'adolescence, effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Et j'avais bon espoir, Tatiana, que de ton côté. Mais je crois que ça va être la question du jour qui nous permettra de réfléchir et de répondre. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Peut-être que ça doit rester une question ouverte pour que justement on discute. Mais je ne comprends pas bien pourquoi on situe toujours l'adolescent comme si complexe ou si différent. Dans ma pratique, je suis très étonnée, en fait, parce que je crois que la règle d'or, quelque part, c'est de regarder l'autre comme un être humain avec ses caractéristiques. Et le moment de l'adolescence, c'est un moment de caractéristiques. Et une règle d'or aussi, je pense que c'est le respect. J'ai en tête un jeune de 18 ans où je connaissais la maman. Et donc la maman avait dit, il a vraiment des grosses difficultés d'écriture. Ok, c'est vrai que son écriture était fragilisée. Donc on a fait quelques séances de graphothérapie où on a beaucoup travaillé l'estime de soi, donc de la relaxation, de la valorisation, le travail des qualités. Et la dernière séance, parce qu'en général moi je fais des thérapies très courtes, donc à la dernière séance, la maman a demandé de participer. Ok, pas de souci. Et en finale, je demande aux jeunes, je demande à la maman, quelle est la plus grande qualité de son jeune. Et ça, je fais très très souvent, parce que comme les enfants arrivent avec des grandes difficultés, les parents ont un regard souvent, et non que ce regard de la difficulté en fait. Donc je demande à la maman, mais quelle est la plus grande qualité de ton fils? Et elle me répond, il est gentil. Ok, pourquoi pas? Et puis je demande au fils, je dis, et quelle est la plus grande qualité de ta maman? C'est la capacité de penser à la place des autres. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et la maman était toute paf, quoi. Parce que il y avait le travail avec l'écriture avait permis une certaine profondeur
Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, un accès à une relation adulte-ado que je vois qu'il existe peu. Parce qu'on a, mais c'est culturel, hein, dans notre culture française et belge, on a cette habitude qu'il y a l'adolescence. Personnellement, je n'ai pas cette expérience-là. J'ai l'expérience de pouvoir transcender et de pouvoir justement créer une relation d'être humain à être humain. Et du coup, là, ça déstabilise les clichés quelque part qu'on a. La question la porte effectivement sur la possibilité pour un parent d'accompagner son enfant vers une pratique qui est ignorée et inconnue de l'enfant et qui laisse entendre qu'il y a une difficulté et que l'enfant sera en posture de reconnaître cette difficulté puisqu'il faudrait qu'elle accepte de l'aide. Donc effectivement, quand on est en cabinet et que l'adolescent est déjà devant soi, c'est déjà une petite victoire. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation finalement quand même d'avoir suivi son parent. Il y a un début de reconnaissance que peut-être le psy peut être utile, par exemple, ou que peut-être une séance d'art-thérapie peut être utile. Donc déjà là, il y a une première accroche et le relationnel peut se mettre en œuvre, le fameux relationnel qui inaugure le contrat thérapeutique et les futures séances. Maintenant, le souci, c'est effectivement quand l'enfant, parce que l'adolescence, c'est quand même cette période de remaniement identitaire, de bousculade narcissique où on ne se sent plus complètement un enfant, mais on n'est encore pas tout à fait un adulte puisqu'on est totalement dépendant de ses parents au plan du forfait free, de l'électricité, la bouffe, le pass Navigo, enfin, etc., etc. Enfin, le toit qui est sur leur tête, le super jogging d'une marque à virgule qu'on souhaite mais on n'a pas l'argent de poche pour. Enfin, ils sont tellement dans une dépendance et leurs désirs et leurs plaisirs sont tellement encore astreints aux contraintes de réalité d'une vie de famille qu'ils sont pris, voilà. Et puis bon, ils ont aussi toute la nostalgie de l'époque où ils avaient moins à décider, moins à penser, moins à réfléchir, peut-être moins à aller aussi à l'école faire des choses pas rigolotes, enfin bon, moins le temps de s'amuser et de profiter de la vie. Enfin, en tout cas, c'est une période aussi de deuil, voilà, c'est une transition. Donc c'est une période qui est au plan identitaire complexe, ça on en conviendra. Et s'opposer à son parent, c'est le lot de tout adolescent. Alors, ils le font de différentes façons. Et c'est vrai que si l'opposition, elle se pose à l'endroit de la proposition d'aide, c'est compliqué. C'est-à-dire que si l'enfant, enfin l'adolescent, estime ne pas avoir besoin de l'autre, c'est compliqué de réenclencher quelque chose. Alors, une fois que l'enfant est amené, peut-être que le thérapeute peut au contraire tout à fait bien fonctionner avec l'adolescent, mais c'est le fait d'accompagner l'adolescent. Moi, j'ai des parents qui viennent sans l'ado. Je suis désolée, madame, vraiment, j'ai pas réussi à le sortir du lit. Ou je suis désolée, madame, est-ce qu'il aurait vraiment fallu que je le force? Certainement pas, vous n'allez pas le traîner par les cheveux. Hein. Voilà, donc c'est déjà bien, vous êtes là, et est-ce qu'il sait que vous êtes là? Ben, quand vous allez retourner, vous allez lui dire, voilà, et vous allez lui dire que j'ai redonné un rendez-vous et que je l'attends. Voilà. Bon, et l'adolescent finit par venir, et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, c'est extrêmement rare. Généralement, vous lui dites que dans tous les cas, s'il ne vient pas, vous allez voir un autre psychologue, et puis s'il ne revient pas, vous allez en avoir un autre. Je vais vous donner 3 références d'ailleurs. Et puis s'il ne vient toujours pas, vous allez aller voir peut-être un pédopsychiatre, ou peut-être vous allez retourner voir votre médecin généraliste. Enfin, vous n'allez pas vous arrêter. Et à un moment donné, il acceptera de faire le premier pas. Et peut-être que ça sera infructueux, mais voilà. Ça peut être effectivement très long et très compliqué pour certains parents. Alors, qu'est-ce qui s'est engagé avant d'une contractualisation avec l'adolescent, qu'est-ce qui se passe de l'histoire familiale, ça on ne va pas en débattre ici, mais voilà, la question là c'est comment effectivement on accompagne un enfant, un adolescent dans une prise en charge alors que peut-être il n'a pas la conscience d'en avoir besoin, ou peut-être que ça lui fait peur, ou peut-être que c'est du temps perdu par rapport à ses jeux ou à sa camaraderie, peut-être... Bon, voilà, ça reste une vaste question. Hein. Mais c'est une vaste question qui est systémique. Hein. Je pense que parler de l'adolescence sans parler du contexte familial, je vois souvent les parents qui, après un certain temps, comprennent ou reconnaissent qu'en fait le problème c'est d'abord chez eux. Parce que quand l'enfant grandit, c'est un deuil pour les parents aussi. C'est leur enfant qui meurt et c'est un adulte qui naît. Et ce passage-là est très difficile pour les parents. Donc souvent on focalise sur l'adolescent, les difficultés, mais qui sont beaucoup plus systémiques. Et ce que tu dis est très intéressant aussi, à double titre, c'est-à-dire la question relationnelle. C'est clair que c'est toujours le fruit d'une relation. Donc ne prendre que l'adolescent isolé, sans son histoire, c'est pas possible. Et c'est là que, par exemple, l'écriture est magique,
Parce qu'en fait, en récupérant son écriture, on voit que certains adolescents, pas toujours, ça ne marche pas toujours, mais certains adolescents récupèrent leur propre histoire à partir de leurs propres traces. Et ça, c'est assez impressionnant de dire tu existes parce que tu as une trace. Et là, souvent, ça provoque un éveil très porteur d'une construction personnelle. Ok, tes parents sont comme ça, mais toi, tu existes à partir de tes parents, mais tu existes en tant que personne originale et nouvelle, et adulte, futur adulte, qui va émerger de là. Une chose aussi que je vois, on parle beaucoup de la provocation, du passage à l'acte, etc., des jeunes et des adolescents. Moi, la plus grande stupéfaction que j'ai, c'est la sensation d'être nul. C'est-à-dire la plupart des ados ne viennent pas ou ne veulent pas, etc., parce qu'ils ont une sensation qu'eux-mêmes ne sont pas capables de quelque chose. Et par expérience aussi, j'ai deux fils qui sont maintenant plus âgés. Les moments les plus difficiles, c'est les moments où eux ont eu besoin d'être soutenus et de leur donner un petit coup de pouce pour avoir une certaine audace. Je trouve qu'il y a beaucoup de peur, et on est dans une société de grande peur, et de peur et de droit à l'erreur. Je trouve que souvent les ados sont en prise à tout ça et n'osent pas. Donc notre rôle d'adulte, parfois, c'est de dire, ben oui, et alors, et si tu te trompes, quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une... Alors, tu vas avoir une question ensuite qui sera certainement davantage pour toi, Gaëlle. Je voulais juste... mes élèves m'entendraient et me diraient, on ne dit pas juste, Gaëlle. Parce qu'on a l'habitude de toujours commencer par juste et c'est pas très bien. Donc, je reprends par rapport aux adolescents. Je fais des stages pendant les vacances justement avec des groupes d'ados jusqu'à la 3e. Et j'ai fonctionné de la même façon que je fais avec les petits et ça a bien marché. Alors effectivement, ils ne s'autorisent pas à créer. Ils sont dans quelque chose de très normatif parce que le schéma scolaire les a mis sur on fait la série d'exercices, on fait ci. Mais j'ai fait pareil, c'est-à-dire on part d'un projet, on a fait les merveilles du monde par exemple, on fait de la géographie et j'en mets plein de matériaux, je dis créez votre merveille du monde. Et après vous allez nous la présenter, soit à l'oral, soit à l'écrit, mais pour certains c'est compliqué. Et finalement, ils envoient alors avec de la terre, avec des cartons, ils envoient commencer à créer et ils finissent par lâcher. Et quand ils ont lâché, on voit la satisfaction. Et ces enfants-là, ils se réinscrivent aux vacances d'après et ils se réinscrivent après parce qu'ils viennent chercher aussi cet espace où entre eux, ils vont pouvoir créer. Et après, au travers de ça, on travaille l'écriture, comment on va présenter sa merveille, voilà. Enfin, on travaille plein d'autres aspects autour. Mais finalement, avec les adolescents, c'est ça que je voulais rajouter, ça peut fonctionner aussi. Mais là, c'est une dimension de groupe et ce n'est pas une dimension de suivi thérapeutique. C'est différent. En art-thérapie, c'est quand même assez souvent en groupe. Là, vraiment, l'idée, c'était comment on déplace, comment on accompagne un enfant. Et peut-être que j'ai donné un embryon de réponse dans ce que je croyais ne pas être une réponse du tout, puisque c'était des interrogations que je faisais ouvertement là. Mais peut-être effectivement que le parent peut y aller, coûte que coûte, avec ou sans l'ado. Et qu'il se jouera toujours quelque chose, il se dira toujours quelque chose. Parce que ça peut être aussi compliqué pour un adolescent de se dire... voilà, pendant que je suis là, à la maison, finalement, ma mère est en train de parler de moi et j'entends même pas ce qu'elle dit de moi. Enfin, voilà. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose à déposer du côté de la maman. Peut-être que la difficulté ou la souffrance, elle est aussi, et peut-être même encore plus du côté de la maman. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut être proposé, c'est-à-dire y aller, dans tous les cas, prendre contact et se déplacer. Je fais lecture de la question et puis ensuite on conclura. Alors, je trouve le français très particulier quant à l'orthographe. Essayer d'apprendre une orthographe dépassée, complexe et parfois élitiste à tous les enfants est une perte de temps. Je suis pour la simplification. Qu'en pensez-vous ? Alors, on sort un petit peu du contexte geste d'écrire, puisque là, on part sur l'orthographe et le résultat. Donc, la simplification... il y a du bon, mais il y a du moins bon aussi dedans, parce que finalement, nous, on apprend aussi beaucoup les mots grâce à l'étymologie, d'où ils viennent. Et tout ça, ça donne un sens et ça permet de retenir. Et finalement, c'est aussi nier l'histoire des mots, leur origine, et je trouve ça dommage, surtout quand on accompagne les enfants sur corps, ça s'écrit PS, parce que ça vient de corpus, et en latin, donc corpus, et ils retiennent. Donc, trop simplifier, c'est aussi en venir à une écriture phonétique, oui, qui permet une retransmission facile et directe,
Mais je trouve qu'on perd un pan de notre histoire aussi et notre culture. Mais bon. C'est peut-être avoir effectivement aussi une pensée bien, bien basse, bien faible des potentialités des enfants. Peut-être au contraire croire en leur capacité d'y accéder, mais leur en donner les moyens. Plus de temps, plus d'énergie, du matériel approprié. Et puis peut-être effectivement il peut y avoir dans certains domaines, par exemple en histoire géo, bon, si l'orthographe est un petit peu sacrifiée mais que les connaissances sont là, l'évaluation doit porter normalement sur les connaissances culturelles, historiques, géographiques, plus que effectivement sur le soin et l'orthographe. Et puis peut-être qu'en production d'écrit également. Hein. Voilà, c'est un peu phonétique, mais l'histoire est effectivement extrêmement intéressante et l'imagination est là. Et puis dans un deuxième jet, peut-être effectivement, il est temps de corriger les fautes, enfin les erreurs. Vous voyez, on est quand même très marqué, hein. Les erreurs d'orthographe, etc. C'est-à-dire qu'il y a certainement des aménagements et des accompagnements pour donner l'impression à l'enfant que finalement, c'est pas si difficile, que c'est peut-être même assez facile, mais parce que le temps était séquencé, les personnes ont été là, et puis qu'on y a cru. Je crois qu'effectivement, si on y croit tous, hein, c'est un peu l'effet Pygmalion, hein, il suffit de croire dans la capacité de chacun à pouvoir atteindre un but pour que celui-ci le soit. À partir d'un autre angle, en fait, ce matin, on a beaucoup parlé de l'orthographe aussi et de l'écriture en tant que domination. C'est-à-dire qu'il y a une attitude d'élite par rapport à l'écriture. Hein. Donc, c'est une manière de... Celui qui écrit bien, évidemment, domine sur celui qui n'arrive pas à s'exprimer. Il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Ce que je trouvais intéressant, plusieurs personnes m'ont interpellée dernièrement, dont mon fils, hein, qui lui écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe. Bon, il a été à l'école dans une autre langue, on a plusieurs langues en Belgique, mais il fait partie d'un courant qui estime que l'orthographe doit évoluer avec le temps, et surtout par rapport à cette idée de domination. Donc d'avoir une orthographe quand même relativement simplifiée, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'étymologie et de cet intérêt-là, et de le simplifier pour que ce soit le plus accessible à la parole de tous. Donc il y avait cette idée de donner le droit à la parole de tous. Et dernièrement, j'ai vu un livre avec tout un groupe qui s'attelle à la question du genre, et donc qui change les règles d'orthographe avec la question de féminiser. Donc, si nous sommes à 4, mais qu'il y a 3 femmes et un homme, il va féminiser le propos. C'est vrai que ça déstabilise complètement, mais pour moi, c'est comme ça reflète une remise en question sociétale, en fait, hein, de ce que représente de la place de la femme aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut constater que la femme est toujours discriminée, malgré quand même les mères de nos mères qui ont fait tout un chemin. Donc au niveau sociétal, il y a quand même toujours cette domination, hein, par un certain vocable, une certaine façon d'être, une certaine apparence qui se transcrit par l'orthographe. Et donc il y a toute cette connotation, hein, au niveau de l'orthographe, qui n'empêche pas du tout la curiosité de savoir d'où vient le mot, etc., dans lesquels c'est vraiment important d'inviter l'enfant et de dépasser certaines contraintes, justement, orthographiques, quoi. Ça nous engage à rebondir sur une prochaine conférence que j'espère pouvoir s'organiser. Juste avant, quand même, le rôle de l'école n'est-il justement pas celui de permettre l'apprentissage de la langue, qu'elle évolue lentement, pas lentement, qu'on en soit d'accord ou pas, mais en tout cas celle qu'on pratique aujourd'hui. Et donc c'est certainement l'école de la chance aujourd'hui que de pouvoir, l'école démocratique, que de pouvoir permettre à tous les enfants d'accéder à ce niveau de connaissance et à ce maniement de la langue qui n'est pas simple et peut-être moins simple pour certains que pour d'autres. Là où il peut y avoir un glissement, c'est qu'effectivement l'école pénalise les enfants qui n'accèdent pas à ce niveau de langue. C'est là où il y a peut-être effectivement quelque chose à repenser, c'est sur les ambitions de l'école à porter l'ensemble des élèves à pouvoir dominer le monde grâce au langage et au langage écrit, mais que ce ne soit pas une période transitoire qui laisse sur le carreau un certain nombre d'élèves qui ne seraient pas suffisamment accompagnés, suffisamment confiants dans leurs compétences, pas suffisamment pensés comme étant en capacité d'atteindre ce but pour qu'ils ne puissent jamais finalement l'atteindre, parce que les moyens de l'école, les moyens humains, les moyens même socio-économiques de l'enfant ne lui permettent pas. Voilà. L'année prochaine. Voilà. Nous allons donc lancer un appel à propositions, à suggestions. Là, quand même,
Ce premier volet concernait la trace écrite, le graphisme, Les avec origines aussi. les hein, origines. toute la partie Voilà, c'était vraiment, on disciplinaire. installait l'écriture dans les origines sociétales, mais également les origines de son apparition dans le développement psychoaffectif de l'enfant et psychomoteur de l'enfant, donc avec la trace et le dessin, le graphisme. L'année prochaine, on avait dans l'idée donc d'être sur davantage l'écriture, mais également l'orthographe, peut-être sur des niveaux d'âge du coup un peu plus élevés que ceux dont on a parlé aujourd'hui, et puis avec l'apparition des troubles et des difficultés qui sont l'expression certainement de troubles neurodéveloppementaux, mais pour certains de difficultés de s'adapter, de s'intégrer à des commandes scolaires complexes. Voilà, donc l'idée c'était de peut-être orienter davantage notre propos sur les difficultés d'apprentissage, les difficultés d'adaptation, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyspraxie, voilà, et puis d'avoir peut-être des témoignages aussi, hein, d'être vraiment sur du théorico-pratique qui permettrait de part et d'autre de penser au plan institutionnel avec des enseignants, avec leurs complications de gérer cette diversité de population avec des troubles qui maintenant, quand ils sont connus, ne peuvent plus être ignorés. Population d'enfants, enfin peut-être d'adolescents et de parents qui pourraient témoigner, population de soignants, de rééducateurs, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, voilà. Donc on lance un appel à proposition d'intervention et puis on va se remettre à l'œuvre pour proposer un deuxième volet à cette conférence pour l'écriture, si vous en êtes tous d'accord. Oui, donc juste pour reprendre ton propos, donc l'objectif serait d'aborder donc l'écriture, mais dans sa fragilité. Hein. Souvent, il n'y a pas que l'écriture qui est fragilisée. Souvent, elle est le symbole, hein, elle est parfois le syndrome de quelque chose qui se passe ailleurs. Donc, ça va s'ouvrir également sur des témoignages et sur des présentations plus multidisciplinaires également. L'idée ici, c'est d'inviter vraiment notre public enseignants, remédiateurs, professionnels de la remédiation, également à prendre connaissance des autres facettes. Hein, parce que c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on entend, les professionnels par exemple qui s'occupent de la remédiation, c'est qu'ils sont seuls dans leur cabinet, où les enseignants ont une certaine visée, évidemment, ont une certaine attente de la production écrite au niveau d'une compétence. Donc l'occasion de cette journée-ci, j'espère que déjà celle-ci a été répondu à cette attente-là, c'est qu'elle soit justement multiple, hein, mais qu'elle puisse à la fois informer mieux sur ce que c'est ces troubles-là, donc il y ait quand même une petite partie théorique, qu'on puisse comprendre, même peut-être cette fois-ci une partie plus neuroscientifique, parce qu'ils ont quand même des choses à nous apprendre aussi, mais aussi avec une expérience de témoignage. C'est pour ça que ce que tu disais d'inviter des parents ou des étudiants qui ont été dysgraphiques, mais de préférence qui ont trouvé aussi des solutions, hein, qui ont pu plus expliquer. Je pense à une étudiante qui est même venue avec moi dans une formation pour les enseignants et où elle a expliqué comme elle était dyscalculique et dysorthographique, et toutes les difficultés qu'elle a eues et les réponses parfois tout à fait antipédagogiques et parfois très intéressantes des enseignants. Donc elle est pour l'instant à l'université, donc elle a pu expliquer aux enseignants pourquoi ça avait été possible de pouvoir dépasser ces difficultés et ce qui l'avait handicapé. Donc c'est très très intéressant d'avoir des expériences, s'il y avait des étudiants qui ont vécu le fait d'être dysgraphique ou d'être en école et qui pourraient témoigner de comment ils s'en sont sortis, ça peut être vraiment très très porteur pour les enseignants également. Et donc les parents aussi, comment est-ce que les parents ont pu... Et c'est clair qu'on a tous entendu les parents qui disent, pour moi ça a été un labyrinthe, de savoir mais comment je peux faire, comment je peux comprendre d'un professionnel à un autre. Les discours sont parfois très différents et les parents sont perdus. Donc comment est-ce qu'on fait, quel est ce parcours du parent à qui à un jour on dit oui, votre enfant a un trouble de l'apprentissage. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Donc c'est cette idée du deuil aussi de l'enfant apprenant parfait, etc.
Et dans ce sens-là, l'expérience de l'école est quand même super intéressante aussi, parce que là, c'est un parent d'un enfant atypique, si j'ai bien compris, qui a créé une réponse organisée et qui passe par le scolaire. Je trouve ce genre d'expérience ou ce genre de témoignage, ce serait vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment une invitation, hein, à tous ceux en France, en Belgique ou ailleurs qui voudraient les témoigner. Voilà. Oui, des témoignages effectivement dans l'après-coup, hein, ou des témoignages contextuels, ça peut être aussi des témoignages d'enseignants qui peuvent porter ici des expériences constructives. Oui, Là, tout à l'idée, fait. c'est effectivement d'avoir des interventions qui viennent raconter, expliquer, informer, et puis peut-être nous donner les réponses que nous n'avons pas. Bien sûr. Voilà, les Faire réponses de circuler terrain. l'expérience. Bon, bah écoutez, l'appel est lancé. Donc après, nous, on est sur tous les réseaux, Potentiel 10, Art également. Ça peut être mailé, ça peut être Tout à fait. voilà, un petit texto, enfin voilà, avec les moyens On garde le modernes. contact. Et puis, dans tous les cas, nous, on fera certainement un appel d'offres un petit peu plus formel. Et puis, on essaye de voir comment cette prochaine conférence peut se tenir pour 2021 et elle clôturera le deuxième volet de cette thématique un peu large qu'on avait dit que l'on ferait sur 2, voire 3. Ah, Oui, on verra. Inch'Allah. Voilà. Mais maintenant qu'on parle de l'adolescent, en fait, il y a des thèmes très, très particuliers. Oui. Par exemple, il y a tous nos amis africains qui Ça nous peut être ont regardés. Ça peut être l'occasion aussi si vous avez des suggestions et des Bien sûr. sujets, Ou voilà, même, on peut aussi même orienter. cibler tout des à fait, thèmes tout à langue orale, langue écrite. C'est aussi très culture orale, culture écrite. L'adolescence, hein, on pourrait faire une journée rien que sur l'adolescence. On en a pour 10 ans, là, hein, ça y Les- est. On en a pour 10 ans de conférence. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé aussi d'un thème essentiel, c'est la question des émotions. La communication, les émotions, donc cette voie-là est quand même super intéressante, hein. En tout cas, moi, j'étais très contente de cette journée-ci. J'espère que ça fait un petit peu bizarre d'avoir un peu de public parce qu'on a plus l'habitude de parler avec des interlocuteurs. Donc, merci à ceux qui sont les quelques personnes ici de notre public. Ah, c'était censé être en huis clos, voilà. Oui, c'est et ça, on est hein. quand même un certain nombre là, Alors, et c'est très bien. Heureusement, c'est dur. De tout cœur, en fait, C'est on dur de voir une souhaite caméra sans public. en France, en Belgique, en Italie, en Afrique et partout ailleurs. On vous souhaite surtout une bonne santé. On espère que la situation du Covid n'handicape pas trop votre beau travail et surtout la relation avec les enfants, quoi. Hein? Donc, On se portez-vous dit- bien. On se dit à très bientôt. Et Absolument. on remercie encore une fois Cloud Temple pour l'accueil Tout à fait. et tous les conférenciers bénévoles qui ont permis la tenue de cette Absolument. journée de formation-information. Et l'accueil de Potentiel 10 qui nous a nourris tout au long de la journée. Et donc, on remercie aussi Educart. Et à Educar, Voilà, en bien fait, on se sûr, remercie tous. Hein, qui a voilà. bien préparé. Et on va terminer la journée. Au revoir à tous.